Après le débarquement du 6 juin et la percée du dispositif défensif allemand, les villes et villages français tombent rapidement aux mains des Alliés. En septembre, la Belgique est libérée. Même si la guerre n'est pas encore finie, il ne fait aucun doute pour les témoins de cette offensive éclair des Alliés que la fin du conflit est proche. Dans peu de temps, le régime nazi pliera définitivement sous la pression combinée des Américains et des Anglais, soutenus par des volontaires belges et français ayant rejoint leur rang. Mais alors que dans le moindre petit village, la liesse populaire emporte comme un fétu de paille la terreur laissée par 4 ans de guerre, alors que certains commencent à panser leurs plaies, Hitler, à l'abri dans son repère de Prusse orientale, décide dès le mois de septembre de mener une contre-offensive massive à travers l'Ardenne. Le but initial donc, de Hitler était de rejoindre le port d'Anvers, couper ainsi l'arrivée de toutes vivres, munitions, etc., tout ce qu'il faut aux troupes pour combattre, et en même temps de séparer, par son attaque, de séparer les Alliés. Pratiquement personne au sein du commandement allemand n'est au courant des plans du Führer. Seule une poignée de fidèles sont au fait de ce projet que d'aucuns généraux jugent irréaliste. Mais la folie d'Hitler est sans limite. Il faut savoir que suite aux attentats perpétrés contre lui par différents généraux allemands, dont le plus connu est von Stauffenberg, Hitler était devenu très méfiant. Il a choisi les Ardennes. Pourquoi ? Parce que le territoire est très vallonné. Il avait prévu initialement lancer l'attaque au mois de novembre, déjà période hivernale, brouillard, donc il mettait toutes les chances de son côté pour éviter une intervention de l'aviation américaine ou alliée. Hitler compte sur l'effet de surprise et sur des conditions atmosphériques dégradées pour surprendre les Alliés. Après plusieurs reports, la date de l'offensive est fixée au 16 décembre. Si le maréchal von Rundstedt est en charge du commandement du front ouest, c'est le maréchal Model qui dirigera l'offensive. Pour mener à bien cette attaque d'envergure, les Allemands dégarnissent quelque peu les autres fronts, dont le front de l'Est. Plus ou moins 220 000 hommes sont massés au point de départ. Ils appartiennent à la 6e armée blindée, à la 5e armée blindée, à la 7e armée et à la 15e armée. C'est le général Sepp Dietrich, un proche d'Hitler, à la tête de la 6e armée blindée SS, qui assurera l'effort principal en direction d'Anvers. En face, les Alliés ne s'attendent pas du tout à une offensive ennemie dans les Ardennes. Ils sont d'ailleurs convaincus que la nature du terrain et l'approche de l'hiver dissuaderont les Allemands d'attaquer dans ce secteur. Seuls 85 000 Alliés environ font face aux 200 000 soldats allemands. Esko Koskinen, soldat de première classe à la 28e division d'infanterie américaine, témoigne du faible dispositif allié en place en Ardennes. Nous étions le long d'un front de 25 miles, en attente de nouvelles recrues pour remplacer les soldats qui avaient été blessés et tués dans la forêt de Hurgen. Nous avions perdu beaucoup d'équipements. Nous devions donc attendre d'être ravitaillés en munitions, véhicules et tout ce qui était nécessaire pour remettre la division en ordre de bataille. La nuit du 15 au 16 décembre 1944, le dispositif allemand est en place. Josef Reusch, jeune soldat de 17 ans appartenant à la 560e division Volksgrenadier, est présent. Nous sommes arrivés à Kickershausen pendant la nuit. Le lendemain, notre batterie a reçu l'ordre de se rendre à un lieu de rendez-vous, près de Dahlen. Nous étions là vers minuit. Aux environs de 3 ou 4 heures du matin, la police militaire est arrivée. On les surnommait les chiens enchaînés, en référence aux chaînes qu'ils portaient. On nous a alors indiqué le chemin vers Tintesmühlen. À 5h30 du matin, à la surprise totale des Alliés, les Allemands lancent leur attaque entre Montjoie et Echternach.
L'attaque a débuté au crépuscule. La colline était pleine de soldats. Par la suite, on s'est rendu compte que si les Américains avaient su qu'on était là, et s'ils avaient tiré avec leur artillerie, nous aurions certainement subi de lourdes pertes. Sur la tour d'eau de Hosingen, il y avait un garde. Les troupes américaines, ses camarades, ils dormaient paisiblement, ils s'attendaient nullement à une attaque allemande. Et à 5h30 ou 5h29, avant de transmettre son message, comme quoi tout était en ordre, qu'il n'y avait rien à signaler, il a vu à l'horizon des lumières. Et c'était le début de l'attaque allemande par des bombardements, donc par de l'artillerie, dont de l'artillerie très lourde, même sur rail de chemin de fer, sur wagon de chemin de fer. The shelling started early in the morning. Les tirs ont commencé très tôt, en matinée. Et l'artillerie allemande savait exactement où était positionnée chacune de nos batteries. Je sais maintenant comment ils le savaient. Parce que quelques semaines ou une semaine avant, il y avait des soldats américains se promenant dans la région. So American soldiers walking in the area. Et j'ai senti que ce n'étaient pas de vrais Américains. Il y avait des mouvements, des choses qui faisaient qu'ils les ont rendus suspects à mes yeux. Je n'en ai jamais parlé, les autres gars avec qui j'étais non plus. Mais c'était de toute évidence des Allemands déguisés en Américains. Sinon, comment auraient-ils pu pointer nos positions avec une telle précision ? Au loin, on voyait, je ne veux pas dire ce feu d'artifice, mais le ciel était comme quand on prévoit un temps avec un temps venteux, le ciel est rouge. Et là, ce n'était pas le vent, c'était les tirs d'artillerie qui nous dévoilaient dans le fond un ciel rouge, n'est-ce pas? Et alors, bien sûr, ça s'est entendu aussi. Hein? Non, nous étions surpris et on se demandait tous ce que nous devions faire. On a d'ailleurs eu très vite, on a eu des instructions que chacun veuille bien détruire les documents qu'il avait sur soi, prouvant qu'il faisait partie de la résistance. Parce qu'on se rendait bien compte que les Allemands qui revenaient étaient accompagnés de Belges qui avaient choisi l'autre côté, et que si ceux-là avaient l'occasion de mettre la main sur des anciens résistants devenus volontaires de guerre, ils n'allaient pas nous faire beaucoup de cadeaux. Durant les 33 prochaines émissions, nous vous emmènerons à la rencontre de plus de 90 témoins civils et militaires. À travers leur histoire, nous suivrons le fil des événements qui ont ébranlé nos contrées pendant plus d'un mois. En allant à Moinet, de la paille que mon père nous avait envoyé, en montant du village de Moinet, on a entendu le canon qui tirait déjà de l'Allemagne, et les obus sont tombés ici. On ne savait rien, on ne savait pas en plus, mais ils ont dit qu'il y a quand même du mouvement. Alors on a vu le char américain qui venait au dépôt ici sans arrêt, parce que pendant la semaine, ils charriaient aussi, mais même pas. Mais ici, vous voyez qu'ils étaient pressés. Alors on s'est douté de suite qu'il y avait quelque chose. Ces témoins partageront avec nous leur vécu, leurs anecdotes, leurs douleurs. J'imagine que c'est comme être en enfer. Je veux dire que rien n'aurait pu nous arriver de pire. Les obus tombaient, frappaient les arbres et explosaient en envoyant tous les shrapnels dans nos rangs, blessant tout le monde, tuant tout le monde. Il y avait aussi des snipers. J'imagine que ça se passe comme ça en enfer. Ils étaient tous volontaires. À part 2 d'entre nous, ils étaient tous volontaires. Ils s'entraidaient, ils n'avaient pas peur de vous donner un coup de main, de faire quoi que ce soit, de prendre soin de vous. Ils travaillaient ensemble, en union les uns avec les autres.
Bastogne, La Roche, Oufalise, Chenogne, Bourcy, Noville, Bande, Othon, Moircy et tant d'autres localités qui ont souffert des blessures de la guerre ont été visitées pour vous livrer les témoignages de leurs habitants en ces tristes mois de décembre 44 et de janvier 45. On a vécu un mois, tu sais, dans la terreur, hein? La peur au ventre, hein, comme on dit, et par un froid glacial, sans électricité, sans chauffage, et quoi, quelques hardes, hein, avec soi. Et on est parti de cave en cave. Bon, c'était pas rigolo, comme on dit, hein. Alors on rencontrait des blessés partout, des gens qui avaient perdu des membres de leur famille. Vous savez, c'était un mois vraiment atroce, je dis. C'est resté, c'est une page de notre vie qui est restée gravée en nous, hein, ça. Je n'ai pas oublié ça. On n'oubliera jamais. Moi qui n'avais peur de rien, après les bombardements, j'étais terriblement stressée par le tonnerre, par exemple. Sans doute que ça me rappelait des... Non, on n'oubliera jamais, 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 jamais.